Mon front ressemble à une piste d'atterrissage, il fait 50 000 degrés, je ne vais pas tenir tout ce tournage, mais j'ai pas le choix de le faire, c'est mon travail. Donc j'espère que vous apprécierez quand même l'effort de ces cheveux qui pèsent 40 kg, de ce gloss qui me colle et de ce haut qui me serre. Parce que je vous assure que là j'ai l'impression d'être dans un désert alors que je suis censé être dans une maison isolée. Si vous pensez que la chaleur me tape sur les nerfs, je pense que c'est un oui. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui nous ne sommes pas là pour parler de ça, mais bel et bien de l'actualité, télé-réalité et people. J'espère que ça va pouvoir vous intéresser. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Rudy, je reviens sur un petit peu les actus qui se passent. On est mercredi, donc là on est sur de toutes petites choses qui se sont déroulées mais qui ne peuvent pas être dans les autres émissions. J'espère que ça va pouvoir vous plaire. N'oubliez pas de liker, commenter avec le hashtag STT et vous abonner pour les nouveaux ou nouvelles. Pour les anciens, vous connaissez la tradition, on se prend un truc à boire and let's get into the tea. Est-ce que c'est moi ou mes intros du mercredi deviennent vraiment pépitas? Vous me direz ça dans les commentaires. Nous commençons par parler de Giuseppa parce qu'en effet, la mère de Giorgia et bientôt future femme de Paga a passé ses premiers jours très loin de sa fille et c'est quelque chose qui a fait pas mal réagir. Aux dernières nouvelles, comme vous le savez, les soucis de santé que Giorgia, la fille de Paga et Giuseppa rencontraient étaient vraiment quelque chose qui était en train de vraiment détruire le mental des jeunes parents. Mais l'arrivée de Giorgia reste quand même un moment magique, un moment féerique, quelque chose qui a vraiment ressoudé Paga et Giuseppa. Malheureusement, Giuseppa, elle est épuisée physiquement et mentalement depuis son accouchement, donc elle avait dit qu'elle avait besoin de vacances. C'est la raison pour laquelle elle est partie en Grèce pendant quelques jours avec des amis à elle. Avant d'aller plus loin, je veux réagir sur Giuseppa dans C'est la famille, parce qu'il est vrai que je pense que les critiques vont arriver, parce qu'on la voit un petit peu beaucoup pleurer, faire un petit peu des crises ici et là. Je ne sais pas si c'est les hormones, mais c'est vrai que je me suis dit qu'elle faisait quand même pas mal de crises. Après, je me dis qu'en fin de grossesse, c'est peut-être ce qui arrive aussi, donc je sais pas trop, mais c'est juste pour faire un petit peu de prévention. Si jamais vous comptez regarder C'est la famille, il se peut que Giuseppa vous énerve, mais je pense qu'il faut prendre aussi en considération tout ce qu'elle est en train de vivre au moment du tournage. Quoi qu'il en soit, comme je vous l'ai dit, là, hors tournage, elle est partie en vacances en Grèce sur l'île de Mykonos avec des amis à elle, et pendant ce temps-là, sa maman et Paga, eux, devaient s'occuper de la petite. Évidemment, si je vous raconte ça, c'est pour vous parler un petit peu de la réaction de Giuseppa loin de sa fille, ce qui s'est passé et tout ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Giuseppa, dès le premier jour, ou je crois la première nuit, mais bref, très rapidement, quoi, elle a commencé à ressentir un manque très fort de sa fille. Elle dit qu'elle n'avait plus de repères, qu'elle se sentait perdue. Bien qu'elle soit avec ses amis, c'était très compliqué pour elle. Elle se sentait vraiment pas bien et perdue sans son enfant. Et par conséquent, l'absence de Giorgia se faisait quand même ressentir. Et je pense que c'est quelque chose qui est humain et normal quand tu viens d'avoir un enfant, que, en fait, ce manque, il doit être vraiment indescriptible, je pense, et super puissant. Et c'est la raison pour laquelle je voulais envoyer mon soutien et ma compréhension envers Giuseppa. Mais quoi qu'il en soit, lors d'une story qu'elle a partagée sur Instagram, elle a aussi interpellé Paga, son conjoint et sa maman, parce que le style vestimentaire de Giorgia, en l'absence de Giuseppa, était à désirer. En effet, ni Paga ni la mère de Giuseppa semblaient prêts ou prêtes à habiller un bébé et on pouvait avoir des petites surprises quant au look parce que c'est vrai qu'on avait des survêtements de foot de l'Italie, ils avaient un ensemble l'OM, enfin il y avait vraiment des choses qui étaient assez drôles à voir, donc franchement plus de drôle que de mal, j'ai envie de dire, mais c'était vraiment pour appuyer sur le fait que être séparé de son enfant au début, j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qui est très compliqué et si jamais vous avez des conseils pour les futures mamans ou même les futurs papas qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à les mettre juste en dessous, des conseils de comment faire pour accepter la séparation, ne pas ressentir le manque aussi puissant, enfin vous savez ce genre de choses, je me dis que ça peut être utile, surtout en cette période de vacances, donc n'hésitez pas, mais quoi qu'il en soit, je trouve que c'est quand même assez courageux de la part de Giuseppa de elle-même dire je vais pas bien, j'ai besoin de vacances, je pars sans ma fille, alors que t'as d'autres mamans et des fois d'autres papas qui sont très accrochés à leur bébé et qui ne veulent pas le laisser et parfois c'est pas forcément la solution non plus. Donc voilà, c'est vrai que je pense qu'il faut savoir jongler entre tout, mais je trouvais ça assez remarquable et je voulais souligner le courage.
Alors, on fait notre petit point hebdomadaire sur OnlyFans et sur Mime. Nathalie Andréani, qui est en couple avec Gabano et star des réseaux sociaux, notamment sur Mime et sur OnlyFans, a fait parler dernièrement parce que lors d'une interview, elle a parlé de Madame Pélissard et je me suis dit que ça pouvait vous intéresser. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que la famille Pélissard est exactement dans le même business que Gabano et que Nathalie, et donc des questions se posaient, peut-être qu'un jour ils allaient tourner ensemble. Et dans une récente interview accordée à Gossip Room, Nathalie s'est exprimée sur ces rumeurs et elle a clarifié le fait que non, elle ne compte pas faire de collaboration avec Amandine Pélissard. C'est vrai qu'on a pas mal de comparaisons, c'est même très fréquent entre Amandine et Nathalie, mais Nathalie a assuré qu'elles évoluent toutes les deux dans deux domaines différents, même si elles sont dans la même sphère, la sphère du X. Nathalie affirme que leur style, leur tournage et même leur public cible sont extrêmement différents et c'est pour ça qu'elle en a marre qu'on les compare ensemble alors qu'on devrait plutôt les distinguer. Les distinguer ? On devrait plutôt les séparer. Les distinguer, ça se dit pas, je crois. Évidemment, Nathalie dit qu'elle n'a aucun problème avec ce couple et tant mieux pour eux s'ils ont réussi à, entre guillemets, rentabiliser leur idylle, mais elle affirme quand même que elle et Gabano n'évoluent pas dans le, et je cite, libertinage, contrairement au couple auquel on nous associe. Et pour réagir, ça veut donc dire que Nathalie dit que Amandine Pélissard et Alexandre s'adonneraient au libertinage pour faire des contenus, etc. Et pour celles et ceux qui connaissent pas, en gros, c'est vraiment l'échange de partenaires. Et par conséquent, on serait très loin des tout premiers discours de Amandine où elle disait que jamais sans son mari, elle ferait quelque chose, etc. Après, quoi qu'il en soit, il serait là aussi. Mais là, si on parle de libertinage, on a quand même franchi une étape, j'ai l'impression. Et Nathalie, elle assure qu'elle ne ferait jamais ce genre de contenu, ce genre de rencontres, etc. Elle dit que les scènes sont très différentes selon les couples et que pour Nathalie et Gabano, ils sont en fait dans un naturel, une sorte de spontané, alors que Amandine et Alexandre, eux, sont dans du plus travaillé, esthétique, etc. Nathalie dit, souvent on tourne quand on va pour faire l'amour, on met la caméra et on se filme, mais c'est tellement naturel qu'en fait ça devient très beau. On ne tourne pas toutes les 5 minutes non plus. Les gens s'imaginent que tous les jours on est là en train de tourner. Et en fait, ce que Nathalie explique simplement avec ce discours-là, c'est que elle est naturelle lorsqu'elle fait ça, alors que Amandine, eux, ils cadreraient, tu sais, ils mettraient vraiment en scène les choses et tout ça, et que Nathalie serait totalement différente. Et c'est pour ça que je pense qu'ils en ont marre d'être comparés ensemble. Quoi qu'il en soit, Nathalie veut se démarquer et elle veut offrir à son public une expérience qui est, selon elle, unique, et elle veut vraiment de l'authenticité et de l'émotionnel. Elle dit donc qu'une collaboration avec Amandine et Alexandre serait impossible. Amandine, elle ne s'est pas exprimée sur tout ça. Il faut savoir qu'elle est toujours au cœur des polémiques, comme on le sait, et peut-être que c'est quelque chose qui freine également Nathalie et Gabano. Je vous laisserai me dire ce que vous pensez de tout ça, mais c'est vrai que c'est assez important, en fait, j'ai l'impression, de vraiment plonger dans ce monde qui est OnlyFans et Mime pour se rendre compte qu'il y a des contenus différents, que il y a des choses qui sont différentes, qu'on peut pas associer tout le monde, que visiblement, il y a aussi des couples qui n'ont pas forcément l'air de s'apprécier. Elle dit qu'elle a rien contre Amandine et Gabano, mais elle dit quand même que eux ne s'adonnent pas au libertinage, que eux sont comme ça mais pas eux, que eux sont comme ça mais pas eux. Donc on sent quand même qu'il y a pas une amitié non plus, tu vois. Donc je me dis que c'est peut-être un milieu à creuser et peut-être qu'un jour j'irai y mettre mon nez. Mais je voulais vous tenir au courant. Nous parlons également de Kelly Ellard aujourd'hui, qui est une candidate de Maman est célèbre, une candidate que beaucoup d'entre vous apprécient, étant donné que lorsque j'avais parlé d'elle il y a de cela quelques mois, vous avez tous été étonnés du fait que je parle d'elle, parce que c'est vrai qu'elle ne fait pas énormément de bruit sur les réseaux ou quoi que ce soit, mais vous m'avez tous remercié en fait de parler d'elle, donc j'ai trouvé ça assez adorable, et là quand j'ai vu ça passer, je me suis dit, je vais vous expliquer, parce que c'est vrai qu'on est sur des nouvelles assez tristes, et je voulais quand même les partager avec vous. Je pense que vous la connaissez peut-être, elle est en couple avec quelqu'un qui se fait surnommer Neymar, ils ont fait Les Apprentis, on les a vus dans pas mal de télé et elle est aussi maman. Et comme l'expliquent les médias spécialisés, Kelly malheureusement n'est pas qu'une mère, mais c'est également une femme qui est malade et qui est atteinte depuis plusieurs années d'un lipodème. J'espère que je l'ai bien prononcé. Et en fait, elle en parle assez régulièrement sur ses réseaux sociaux, ce qui permet de décomplexer et de faire connaître le trouble qu'elle a. Et elle a même sorti un livre dédié à ce sujet. Il me semble que c'est là où je vous avais parlé d'elle. Et c'est une maladie qui est assez rare, assez chronique aussi, et qui peut toucher une femme sur 10. Pour vous expliquer, c'est une maladie qui s'en prend au tissu en dessous de la peau,
peau et qui est malheureusement localisé au niveau des jambes et ça provoque une sorte d'augmentation du volume des jambes qui est très disproportionnée et qui peut être invalidante. Et Kelly prend souvent la parole à ce sujet sur les réseaux sociaux. En fait, elle dévoile à sa communauté un petit peu les dessous de cette maladie, elle donne des conseils, elle fait aussi tout ce qu'elle peut pour faire connaître cette maladie qui est beaucoup trop ignorée encore aujourd'hui et elle porte vraiment la parole en fait pour les personnes, notamment les femmes qui souffrent de cette maladie. Elle essaye de donner des conseils, des astuces et vraiment tout ce qu'elle peut pour aider le plus grand nombre et mine de rien, c'est le genre d'influence que j'aime plus que tout. C'est le genre de personne qui a quelque chose mais qui va pas se laisser morfondre parce qu'elle a. Elle va utiliser ici sa maladie comme une force, comme un moyen de transmettre des informations, des messages, des conseils, des astuces, dédramatiser la chose aussi et vraiment être là en fait pour les autres. Et c'est quelque chose que je trouve assez remarquable et c'est vrai qu'on en a beaucoup, enfin on en a trop peu sur les réseaux sociaux, on a vraiment beaucoup d'influenceurs et influenceuses qui sont là pour vraiment montrer le quotidien mais tout ce qui est positif et moi j'aime beaucoup ce genre de créateurs et créatrices de contenu qui vont prendre un point chez eux et qui vont faire passer des messages dessus tout en faisant d'autres contenus hein, effectivement mais qui font vraiment passer des messages dessus et c'est quelque chose que je trouve remarquable donc je voulais remercier Kelly pour ça et c'est vrai que au-delà de faire souffrir les personnes qui sont atteintes de cette maladie il y a aussi beaucoup de remarques négatives à l'encontre de cette maladie parce que vu qu'il y a des personnes qui ne sont pas forcément renseignées qui ne suivent pas par exemple le contenu de Kelly Ellard, ils se permettent de juger sans avoir la connaissance de ce qui se passe et c'est vrai qu'ils jugent une maladie sans s'en rendre compte et c'est quelque chose qui personnellement m'attriste parce qu'on va juger par exemple l'augmentation du volume des jambes de quelqu'un alors que ça se trouve cette personne souffre de cette maladie. Et c'est pour ça que je trouve ça bien ce que Kelly fait sur les réseaux sociaux parce qu'elle permet de montrer que non, c'est pas, enfin, on ne juge pas déjà le physique des gens et encore moins sans connaître parce qu'ici on n'est pas sur quelque chose qui est juste comme ça, on est sur un trouble, on est sur quelque chose qui l'a fait souffrir et en fait ça permet d'ouvrir les consciences, d'ouvrir les esprits par rapport à des choses qu'on ne connaît pas forcément et ça peut éviter les jugements inutiles donc je remercie Kelly pour ça. Malheureusement, elle a dévoilé une photo de ses jambes qui sont déformées sur les réseaux sociaux et avec ce lipodème, elle souffre d'hématomes et de fourmillements quotidiens et c'est la raison pour laquelle elle s'est résignée à se faire opérer au mois de juin 2023 parce qu'elle avait vraiment souffert pendant des mois. Heureusement, l'opération s'est bien passée, mais malheureusement, Kelly est toujours très inquiète pour son état et en story Instagram, elle a dit que son jeune âge et sa difficulté à se projeter dans le futur sont des choses qui lui font peur parce qu'elle a vraiment du mal à vivre avec un corps qui est déjà, comme elle le dit, défaillant. Elle dit que du haut de ses 30 ans, elle est terrifiée en fait à l'idée de ne plus pouvoir marcher un jour et je pense que c'est quelque chose qui doit vraiment la terrifier et qui doit lui faire très peur et je voulais envoyer via cette actu tout mon soutien et tout mon amour à Kelly. Si vous la connaissez, n'hésitez pas à aller lui envoyer de l'amour suite à ce que je viens de vous raconter. Je voulais vous partager un petit peu cette actu pour partager de l'espoir, pour dire que le combat qu'elle mène est très beau et qui permet vraiment de faire connaître des choses que d'autres personnes ne connaissent pas et que d'autres personnes peuvent juger sans connaître. Parfois, on juge méchamment, parfois on juge juste sans connaître et en ayant connaissance des causes et de tout ce qu'elle subit, je me dis que ça peut vraiment ouvrir les yeux et les consciences sur des maladies qu'on connaît pas forcément. Donc tout mon courage à Kelly, je pense qu'elle a encore pas mal de beaux jours devant elle et j'espère sincèrement que l'état de cette maladie pourra s'améliorer avec le temps. C'était très long et dur à expliquer tout ça, mais j'espère que j'étais assez clair. Je bois une gouliche et on passe à l'actu hors télé de la semaine. Hors télévision et plus sur un côté fait divers, vous m'avez envoyé cet article qui a d'ailleurs été pris sur officiel.fr et qui revient sur une histoire qui s'est déroulée en Argentine et je voulais vous expliquer. Comme vous le savez, si vous voulez plus de contenu fait divers, histoire, disparition inexpliquée, true crime, etc. J'ai une chaîne avec mon petit ami qui se nomme Murders Explained et qui revient sur tout ça, donc n'hésitez pas, ça sera en commentaire. Mais c'est vrai que cette histoire a quand même pas mal fait parler et je voulais vous expliquer. On est sur l'Abu Ley en Argentine, j'espère que je l'ai bien prononcé, et ça s'est déroulé jeudi dernier. Pour vous expliquer, Joaquín Sperani, un jeune garçon âgé de 14 ans,
a été filmé par des caméras de surveillance dans le centre-ville en compagnie de son meilleur ami qui lui avait 13 ans et ils sortaient tous les deux de l'école pour aller déjeuner. Joaquin ne rentre pas chez lui, donc ses parents commencent à s'inquiéter voyant le temps qui défile et leur enfant qui ne rentre pas, donc ils ont décidé de signaler la disparition à la police. Et il y a une enquête qui s'est très rapidement ouverte afin de le retrouver et pendant plusieurs jours, la police a effectué des recherches absolument partout pour retrouver le jeune adolescent. Ces recherches ont pris fin lorsque le corps de Joaquin a été retrouvé dans une maison abandonnée. On s'est rendu compte dès qu'on a retrouvé le corps que en fait il a eu plusieurs coups au niveau de la tête qui ont causé sa mort. C'est la police qui a enquêté et qui a dit ça, et les enquêteurs se sont donc mis à la recherche du meurtrier et ils ont procédé à l'arrestation des suspects dans l'ordre de personnes qui avaient dernièrement vu Joaquin. Donc le premier suspect, vous l'avez compris, était son meilleur ami de 13 ans. Il s'agissait de l'ami qui a été aperçu avec lui sur les caméras de surveillance. Ils étaient tous les deux en train de rire, donc qu'est-ce qui a pu se passer? Cet ami a donné des fausses informations lors d'un premier témoignage et la police s'est rendu compte qu'il mentait. Donc ils ont retrouvé ce suspect et ils sont allés chez lui, endroit où ils ont trouvé le téléphone portable de Joaquin. Et rapidement, l'ami a avoué avoir tué son camarade de classe. Avant d'aller plus loin, je remets les choses dans leur contexte encore une fois. Nous sommes sur un enfant qui a perdu la vie à 14 ans et un enfant qui lui a ôté la vie à 13 ans. Et honnêtement, dans ce genre d'actu et de faits divers, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai une chaîne True Crime, donc des histoires d'horreur, des histoires de meurtre, j'en vois assez souvent. Mais si je peux remarquer un truc qui s'est passé ces derniers temps, ces derniers mois et cette dernière année, c'est qu'on a des crimes avec des adolescents tellement jeunes qui tuent d'autres adolescents et je me rends compte qu'en fait ça me fait extrêmement peur pour l'avenir et c'est pour ça que je vous place ça ici aussi. C'est un crime qui a été vraiment fait de sang-froid parce qu'à aucun moment on a eu les raisons de pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé, de pourquoi est-ce que Joaquin a été assassiné par un de ses amis les plus proches. On n'a aucune raison à tout ça. Et même si aucune raison est pardonnable, on n'en a même pas. Donc, on peut se poser des questions sur l'état psychique, l'état mental de l'enfant de 13 ans qui a tué son ami. Mais c'est vrai que moi, l'âge, c'est quelque chose qui me choque. Et je me rends compte que plus on avance dans le temps, plus on a des adolescents qui sont violents, qui sont parfois tueurs. C'est pas les premiers dont je vous parle. Et des fois, c'est même en France, c'est partout dans le monde. Oui, il y a ce genre d'actu absolument partout. Mais je pense que parfois, c'est bien aussi de le mettre en avant pour se rendre compte que ouais, le monde, il peut faire peur. Donc, c'est pour ça que je voulais vous en parler. La maman de Joaquin a pris la parole, elle a dit « Ce garçon est un psychopathe, c'était un ami de toujours, ils sont allés à l'école primaire ensemble, il était là aux fêtes d'anniversaire. » Et en fait, il y a un truc qui se passe, c'est qu'en Argentine, l'âge minimal de responsabilité est de 16 ans. Donc un enfant qui n'a pas atteint cet âge n'est pas condamnable et donc on a une affaire qui tourne aussi plus de société que de juridique parce que là on se dit « Mais attendez, il a pas 16 ans mais il a quand même tué quelqu'un, donc on fait quoi? On le laisse courir dehors ?» Et la mère de Joaquin a dit « Je veux la condamnation à perpétuité, je m'en fiche qu'il soit âgé de 13 ans. » Et c'est ça que je vous dis, c'est que en fait des choses horribles on en voit absolument partout, c'est triste à dire mais c'est vrai, c'est la vérité. Et quand je me rends compte qu'on a des enfants qui, des adolescents si vous préférez, mais bref, des personnes qui sont très jeunes, qui sont capables de tuer d'autres, il y en a qui ont des armes, enfin je me rends compte que ce monde me fait extrêmement peur, plus on avance plus ça me fait peur. Malheureusement même si ce genre de crime on en voit partout, ça reste toujours aussi traumatisant et aussi triste. Donc là, je me choque énormément et je sais pas ce qui va se passer par la suite, je vous tiendrai au courant, mais j'espère que malgré le fait que les enfants de moins de 16 ans ne soient pas condamnables, j'espère que cet enfant sera condamné parce que on peut pas le laisser en liberté comme ça. Si on laisse ces crimes impunis, je sais pas ce qui pourra se passer ensuite. Je termine par Poupette Kenza, je devais vous en parler lundi mais je n'avais plus de place et je veux pas faire des vidéos de plus de 30-35 minutes le lundi. Mais c'est vrai que Poupette Kenza est de nouveau dans des polémiques cette semaine, je vous raconte. On rappelle que dernièrement elle a été accusée de détourner une cagnotte pour un orphelinat. Elle a aussi été placée en garde à vue en février. Bref, elle fait parler tout le temps et je vous explique pour cette fois-ci. Avant ça, faut revenir un petit peu sur la polémique cagnotte. Elle avait pris la parole, j'avais juste pas pu le dire parce que j'ai pas eu le temps.
mais rappelez-vous, la semaine dernière, plusieurs rumeurs ont circulé sur le fait que Poupette Kenza avait détourné une cagnotte qui était organisée au Maroc pour un orphelinat. Finalement, elle est revenue sur les réseaux sociaux en expliquant ce qui, selon elle, s'était réellement passé, et tout ceci s'est fait pendant un live. Pendant un live, elle prend la parole et elle explique qu'elle n'était qu'une victime dans l'histoire. Elle dit qu'elle n'a pas touché un seul euro de cette cagnotte et elle a dit à sa communauté qu'on a cherché à la salir et à l'humilier. Elle a dit: je ne peux pas l'accepter, ils ont inventé des choses. C'était pour vous tenir un petit peu au courant de ce qui se passait autour de Poupette par rapport à cette cagnotte, mais cette semaine on parle d'autre chose, mais il nous faut encore un peu de contexte. Comme vous le savez certainement, Poupette Kenza a déjà été accusée de négligence envers ses propres enfants. Il y a quelques mois, son fils a été hospitalisé à cause d'une blessure à la tête dans leur propre domicile et depuis, on a vraiment pas mal de signalements qui ont été faits sur des violences domestiques, sur des maltraitances d'enfants, etc., etc. Dernièrement, on a eu une vidéo où on voit un des enfants de Poupette prendre du savon et le manger. Vous vous en doutez, ça a fait scandale. Dans cette vidéo, en fait, on a Poupette Kenza qui est en train de se snapper et on voit également sur le plan l'enfant en arrière-plan en train de manger du savon et effectivement, ça pourrait inciter les autorités à repasser sur le dossier Poupette Kenza et voir s'il y a des choses qui clochent, etc. Parce que c'est pas très correct de laisser son enfant manger du savon et en plus, ça peut s'avérer dangereux. Après, attention, j'ai quand même regardé sur internet, les dangers sont pas non plus au top level, du moins ça dépend du savon, mais ça reste dangereux et tu laisses pas ton enfant manger un savon, tout simplement. Plusieurs internautes ont exprimé leur avis et leur mécontentement par rapport à ça. Je voulais vous expliquer, on peut lire, à force ça commence à faire beaucoup. J'ai l'impression que je fais exprès de faire des gaffes pour le buzz. Bizarre celle-là, après elle en a fait des gâteaux de ses savons. Arrêtez de lui donner de l'importance, les réseaux sociaux ça lui a déglingué le crâne. Je ne comprends pas qu'elle ne soit pas bannie. Cette fille est juste bien dégueulasse, crasseuse, en plus ton armoire derrière elle fait peur. Et honnêtement, moi quand je vois ce genre de message, je me dis que ça n'a rien à voir avec le fait de s'inquiéter pour l'enfant et on est juste sur insulter quelqu'un de crasseuse avec une armoire dégueu, etc. Et ça, je trouve ça pas correct, tu vois. C'est ça que je dis, en fait, quand je dis que je peux être d'accord avec les internautes et qu'on peut donner un avis et dire: oh my god, mais attends, c'est super dangereux. Mais là, on est totalement à côté de la plaque et on est que sur des insultes. Et ça, je comprends pas. Je continue, on devrait l'interner et placer les enfants. Je pense qu'elle a des hirondelles dans sa tête et les réseaux et l'argent, ça fait vriller certaines personnes. Tellement narcissique qu'elle ne fait attention à rien. Génération de dégénérescence. Et sinon, les services sociaux, ils font quoi au juste? Je vais pas encore une fois expliquer ce que je pense des messages virulents que j'ai pu lire, mais c'est vrai que je pense qu'il faut faire quand même attention avec ses enfants parce que elle sait que les gens sont sur ses côtes par rapport à ça et si tu oses laisser ton enfant manger un savon en caméra et qu'en plus tu choisis toi-même de poster cette story, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc soit oui c'est fait exprès, soit elle se rend pas compte des dangers et si c'est le cas, ça peut être aussi d'autant plus grave. Malheureusement, au moment où je vous parle, je n'ai pas retrouvé la vidéo. Si je l'ai retrouvée pour mon montage, je vous la mets effectivement dans le montage. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez, mais c'est comme ça que je clôture cette deuxième émission Spill the Tea. Voilà tout le monde, c'est donc tout pour votre deuxième Spill the Tea de la semaine, l'émission la plus courte de la semaine, celle du mercredi. J'espère qu'elle a pu vous intéresser et vous plaire. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et commenter avec le hashtag STT. Vous pouvez vous abonner juste en dessous si vous voulez m'aider à atteindre mes 50 000 abonnés. Franchement, c'est mon objectif pro, on y est tellement proche. Ça me fait tellement plaisir de voir que ça avance petit à petit tous les jours. Donc n'hésitez pas si vous voulez contribuer à ça. En ce qui me concerne, je vous laisse là, je vous retrouve dimanche pour Mix the Tea. Peut-être vendredi, en ce moment j'ai du mal à filmer les vidéos du vendredi et n'hésitez pas à me rejoindre sur ma chaîne Lifestyle, je suis ultra présent donc n'hésitez pas. Si vous avez des envies pour MTT, mettez-moi tout ça en commentaire. Je vous aime, c'est que du love et on se retrouve dimanche. Merci pour votre fidélité et bye guys, et prenez soin de vous, buvez de l'eau, il fait super chaud, je n'en peux plus.